Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde. Hey, mon Dieu, je suis juste absente 2 jours, puis là, je me souviens même plus comment on met le micro. Jean-Philippe, j'avais le micro beaucoup trop loin. Bonjour tout le monde. Tellement contente de vous retrouver. 48 heures d'absence, je me suis ennuyée de vous. J'étais chez nous, je vous écoutais à la radio. Je me disais comment ça se fait que je suis pognée chez moi à la maison avec, je sais pas ce que j'ai eu. Je sais, c'est pas une gastro parce que j'ai pas eu. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, mais propagées par mon mari qui passe son temps à propager toutes sortes de rumeurs à mon sujet et de fake news. Je n'ai pas eu la gastro parce que la gastro, il y a 2 symptômes. Ça sort par la bouche, ça sort par l'autre orifice et ça n'est sorti par aucun des 2 orifices. Donc, pas une gastro. Merci, bonsoir. Bon. Bon. On était inquiets. Mais je vous étiez On voulait inquiet pas pour... que tu reviennes. Non, mais vous vouliez pas que je revienne. En fait, je décrirais mes symptômes. Je sais pas s'il y a des médecins ou des infirmières ou des gens qui travaillent dans le système de santé qui nous écoutent. Je me suis réveillée, donc, c'était quoi, mardi matin, comme si un camion de 12, 16, 18 roues m'était passé sur le corps. J'avais mal, j'étais courbaturée, j'avais mal aux pieds. Tous mes muscles faisaient mal. J'étais étourdie quand je me levais. J'étais complètement déshydratée. Bref, j'ai dormi pendant 24 heures. Et maintenant, je suis de retour et j'en suis très contente. On a Jean-Philippe qui nous dit à la réalisation, lui, il pense qu'il sait ce que t'as. Il n'est pas du tout médecin, mais il dit elle avait un rhume d'homme. Une grippe d'homme, ouais, c'est bon, ça. Ouais, pourquoi pas, tchakaboum, pif. En tout Mais là, cas, tu es là, tu as l'air en pleine forme. je suis là, je suis de retour. Et surtout, c'est important de le dire, je me suis ennuyée. Tu sais, quand t'es une fille comme moi, avec personnalité de type A, là, il faut que je sois active. Non, mais pognée chez nous sur Internet, à faire des... C'est pas moi, ça. C'est pas sûr que c'est pris pour acquis par toute la population, quels sont les types de personnalités. Il faudrait peut-être faire une type A, c'est hyperactif. OK, hyperactif, c'est les gens qui sont dans l'action, qui sont des... C'est comme... Type A, c'est ça. C'est Parfait. quelqu'un qui est pas capable de rester chez eux. Donc, merci beaucoup, Cybèle, de m'accueillir allô? à grands bras. Et parlant de gens qui sont de type A et qui sont pas capables de rester chez eux, ma première invitée, Jessica Arnois. Bonjour. Jessica. Jessica Arnois, on te connaît évidemment sommelière, spécialiste du vin, femme d'affaires. Tu as été reconnue d'ailleurs il y a quelques années comme étant la meilleure femme d'affaires au Québec, la plus importante. Mais là, c'est pour une toute autre raison qu'on te reçoit, Jessica. Je vais raconter l'histoire. D'abord, bonjour. Bonjour. Mais je veux raconter ce qui s'est passé. Moi, je suis amie avec toi sur Facebook. Je suis tes conseils, puis tes recommandations, puis je suis ta carrière. Et là, dans le temps des fêtes, tu as annoncé que tu partais pour 3 semaines faire du bénévolat au Sri Lanka. Tout de suite, j'ai contacté mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, et je lui ai dit, peu importe ce qui arrive, je veux parler à Jessica à son retour parce que ça me fascine. Alors, première question, Là, je suis jet lag. Là, je suis arrivée avant-hier. J'avais pas d'attente, puis j'avais lu beaucoup. D'accord. Parce que j'ai entendu l'intro. On se demande toujours, quand tu fais du bénévolat, il y a les 2 côtés de la médaille. T'es-tu en train de perdre ton temps ou qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Ouais. Fait que moi, mon but, c'est de partir une fondation quand ça va faire 10 ans de but. Donc, il me reste à peu près 18 mois, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer. Je m'implique énormément dans le mentorat auprès des femmes et des hommes d'affaires. Ça va super bien. J'ai été, moi, faire du bénévolat quand j'étais plus jeune au Népal. Wow! Et j'avais adoré ça. Je raconterai l'histoire tantôt si on a du temps avec Balkrishna, un petit gars qui parlait 5 langues. Je voulais sponsoriser ses études, mais il n'y avait rien pour ça. Fait que j'ai créé un système, puis je me dis, j'investis-tu là-dedans ou les animaux? Moi, je suis une grande fan d'animaux. Alors là, c'était vraiment un voyage dans un sanctuaire d'éléphants. C'était le Elephant Care Relief au Sri Lanka. Et j'ai été là... flabbergastée. Qu'est-ce qui t'a tellement touché? Parce que je dois le dire à tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde.
Juste avant l'émission, tu t'étais vraiment sincèrement au bord des larmes, juste en évoquant des souvenirs. Puis là même, t'en parles. Puis t'as la petite goutte sur le bord. Donc je veux pas pousser là-dessus. J'ai pleuré. Mais j'étais pas capable de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'authenticité. Je pense que j'ai été chanceuse. Moi, je suis tombée vraiment là dans un organisme extraordinaire. Et puis dans une famille. Le papa, il y a une 50aine d'années, c'était un maroute. Donc en fait, un maroute. Un maroute, c'est quoi? C'est un cavalier d'éléphant, un elephant rider. Okay. Et lui, c'est un amoureux d'éléphants. Il a 3 enfants. Et il était tanné de les voir vraiment enchaînés, puis de voir certains maoutes les frapper. D'accord. Fait qu'il s'est dit, non, ça marche pas pour moi. Comment ça fonctionne? C'est comme si toi, t'as hérité d'un éléphant. Ça dure quand même 100 ans, la vie d'un éléphant. Et c'est très cher. Ça mange 300 kilos de feuilles par jour. Wow. Ça nécessite, je sais plus combien de gallons d'eau. Donc, plusieurs personnes doivent s'occuper d'un éléphant. Tu peux pas le laisser repartir dans la nature. Ils sont domestiqués. Ouais. Et puis, ils vont tout briser. Donc, c'est comme un peu un attelage, soit de chevaux ou de chiens. C'est des chaînes. Donc, tout ça mis en perspective, ils vont utiliser l'éléphant pour tirer des grosses charges ou pour les touristes. C'est des elephant riders, justement. Mais des fois, c'est vraiment abusif, là. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parti l'Elephant Care Relief. Et il loue les éléphants. Il n'a pas l'argent pour les acheter. C'est très dur d'acheter un éléphant. Donc, le fait, exemple, comme moi, si je viens, ça change pas le monde, mais les sous vont à garder l'éléphant qui n'est pas enchaîné, qui vit dans un habitat extraordinaire. Donc, il est plus heureux. Il est dans un refuge, il travaille pas. Le bien-être de l'éléphant est mis de l'avant. Oui, il est à la retraite, pré-retraite. Et toi, ça t'apporte quoi? C'est-à-dire que la question que je posais tout à l'heure à Benoît Dutrisac, c'est que je disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour soi ou qu'on fait pour les autres? Quand on fait du bénévolat, est-ce que tu t'es posé la question avant de partir? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour, je sais pas, les éléphants ou la famille du petit monsieur qui garde les éléphants? C'est un tout. C'est parce que moi, je ressens plus... Moi, je suis une grande voyageuse. J'adore voyager. J'ai près de 70 pays à mon actif. Pas pour flasher que j'ai fait 70 pays. Parce que j'aime voyager. J'aime les gens. On voit pendant ce temps-là, c'est une bonne idée. Alors, c'est Hugo qui nous envoie... Hugo. Attends, on va revenir. Parce que sur ta page Facebook, tu as mis plein de petits... Mon Dieu, Jessica, t'es émue aux larmes en voyant des images d'une éléphante. C'est le tout, c'est la famille, c'est le lieu, c'est un des plus... Regardez l'endroit. Là. Premièrement, l'eau est claire. Regardez comme elle est fine. On a un contact extraordinaire qui se passe avec l'éléphant. C'est un animal, donc tu prends ton temps. Là, c'est pas comme tu fais attention. C'est pas comme un cheval. Tu t'en vas pas derrière un cheval. Tu vas te faire kicker. Il y a vraiment un protocole avec la belle Mali. Mais regarde, là, elle veut des bananes. Puis elle connaît ma voix, je parle en français. Parce qu'elle aimait sa trompe. Elle aimait sa trompe. Ah, je m'en ennuie. J'ai passé des heures avec elle. Ben, je me demande justement, j'ai souvent entendu dire que dans les éléphants ont vraiment cette perception-là de l'homme, de l'humain, de vraiment une compréhension, quasiment des signaux, ils peuvent nous lire complètement. Oui. Tu l'as ressenti, ça, comment? Totalement. Puis on était vraiment peu de touristes parce qu'il y en a qui me disaient, c'est pas normal d'avoir un éléphant. Oh, regarde, là, tu le mets la banane, tu fais attention. Elle a donc l'air maltraitée. Hein? Oh my God, elle a tellement de fun. Non, mais c'est la face que tu fais à la fin, Jessica, sur cette vidéo-là. T'as l'air d'une femme... Sais-tu quoi? Je vais utiliser vraiment le cliché, mais t'as l'air sereine. Je le suis. Ouais. C'est ça, là, en fait, mon émotion, c'est ça. J'ai jamais, tu sais, pour répondre à la question de bénévolat, c'est un tout, c'est un 360 degrés. Vient un temps dans ta vie où tu as le goût de redonner. Point. Ouais. Même si c'est une goutte dans l'océan, je m'en contrefous. Ça peut pas être pire que je m'assois au Club Med, tu comprends? Fait que pour moi, je recherche pas l'attention, je recherche rien. Je suis rendue là dans ma vie. J'ai du temps. J'ai les moyens financiers, puis c'est pas si cher que ça. En passant, tout le monde peut y arriver. C'est le même prix que de partir au Club Med. De pouvoir faire peut-être une différence ou peut-être pas, mais ça a certainement fait une différence dans ma vie. Ça, c'est le Maout. C'est celui qui prend soin de la belle Mali. 24 heures sur 24. Il est en train d'en entraîner un autre, un petit gars de 17 ans, je l'appelais Mowgli, ou Jonathan, c'est pas ça pantoute, là, c'est Janaka, mais en tout cas, je lui mettais un petit nom. Le jeune, il monte pieds nus dans un arbre. Écoute, c'est fou, il a l'âge à ma fille, là, puis il défait ça, les arbres. Mais on vient de voir, donc, l'éléphant ou l'éléphante dans l'eau se faire aller les oreilles, c'est quoi? C'est un signe de bonheur? Heureuse. Oui. Nous, on était juste derrière, là, j'étais là, on s'en vient te laver, en fait, là, la masser, moi, je la massais. Elle tripait, j'ai acheté des mangues. Mais moi, je m'ennuie, là. C'est une vie on travaille fort. Le jour, il faut abattre un arbre.
Donc, ils vont payer pour abattre l'arbre. D'accord. Ça prend 300 Pour kilos les de feuilles. feuilles, ouais, c'est ça. Parce qu'elle a pas le temps là, de manger. Tu sais, elle mange, mais le soir, elle est fatiguée, Mali. Elle est un peu, il l'appelait paresseuse un peu. Fait qu'on y amène des feuilles pour le soir. Fait que nous autres, c'est vraiment un entraînement physique. Là, tu travailles. Après ça, tu arrives sur le bar. On était maximum 2 bénévoles. Fait que c'est pas la grosse affaire touristique, Non, là, pas ouais. du tout. C'est quand même fou qu'un truc gros de même mange juste des feuilles. C'est niaiseux, hein. Je me Non, mais disais, c'est mon Dieu, immense, mais ça mange Ils sont juste- vegans sans c'est ça, s'appeler sont des vegans. vegans. Puis le plus drôle, c'est qu'ils prennent les cacas d'éléphant, ils les nettoient, puis ils font du papier avec ça. Ah ben oui, parce Ouais. qu'évidemment, il n'y a pas de matière Ben non, dangereuse il y a pas le ou E. nocive. coli. Non, Ouais, il c'est doit ça. l'avoir, là, mais... Exactement. Mais c'est très intéressant Ouais. parce que donc de te voir aussi ému, on a l'impression que tu as juste envie d'y retourner. Ah, moi, je te le dis, là, mon cœur, il y a une partie de mon cœur qui est restée là-bas. Puis là, j'ai tout demandé, tu sais, le côté femme Ouais. d'affaires. J'ai demandé qu'ils me donnent les vrais chiffres. Parce que moi, j'ai passé par une organisation qui s'appelle IVHQ. Il faut pas que je me trompe dans les lettres, là. OK. IVHQ. Eux avaient une belle organisation, mais l'argent est redistribué de plusieurs façons. Font affaire avec une autre association qui s'appelle The Green Lion, basée à Sri Lanka, avec Dameka qui est formidable. Et eux font affaire avec d'autres organisations comme le Elephant Care Relief. Ouais. Moi, ce serait directement avec la famille. Donc toi, tu Ouais. voudrais, parce que tu nous as dit, Ouais. donc tu te fixes un objectif quand ça va faire Ouais. 10 ans que Ouais. BU aura été mise sur pied, donc dans Ouais. 18 mois, tu veux créer une fondation. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est soit que je repars un autre projet, Ouais. ou que je redonne. Fait que je me dis, bah, tu sais, je veux dire, j'ai besoin, je sais pas, je suis rendue là dans ma vie, j'ai pas de pourquoi pas. Je te dirais que c'est le petit Mais Balkrishna tu au sais que Népal. la meilleure réponse Ouais. à la question pourquoi, Ouais. c'est pourquoi pas. J'ai pas l'autre réponse, sincèrement. Puis moi, je suis très simple, hein. Puis je me dis, garde l'argent, là, tu sais, moi, je suis pas une fille qui met des grands... OK, mais tu gagnes très bien ta vie Oui. avec ton entreprise. Oui, puis je redonne beaucoup, c'est en Ouais. moi. Ça, tu sais, j'ai pas besoin, qu'est-ce que je m'achète, là, tu sais, un rouge à lèvres plus cher, j'ai pas des grands, à part les autosports que j'aime, moi, j'ai pas de, j'aime voyager. Puis je me dis, OK, regarde, ma fille est correcte, moi, j'ai pas plus qu'un enfant, je suis marraine de 5 enfants, je veux faire une différence, pas moi faire la différence, mais si mon côté femme d'affaires peut faire une différence, ben c'est ça. Donc, tu Fait que- t'impliquerais pour Ouais. ça. Par contre, quand je regarde la liste, parce que tu as dit à notre collègue Hugo, la liste des choses que tu as faites quand tu étais là-bas. Donc, tu as fait... Moi, Donc, j'ai essayé des affaires. T'as fait cette semaine-là avec Elephant Care. Ouais. T'as passé une semaine dans un refuge de chiens errants. Ça Ah aussi, ouais. je veux que tu me parles de ça. Oh, Ça ouais. s'est pas bien passé? Oui, oui, ils m'ont demandé, en fait, parce qu'ils regardent toujours ton CV. Tes forces. Moi, j'étais avec beaucoup de docteurs, donc de jeunes docteurs qui étaient à l'hôpital. Tellement des belles personnes, des vétérinaires qui aidaient Qui à... faisaient eux aussi du Il faut- bénévolat. On est tous des Ouais. bénévoles. Il y avait des gens entre 20 ans, tu sais, comme une gang de Hong Kong qui sont arrivés, qui font la médecine, à jusqu'à 78 ans. Un homme de Montréal. Ah oui, de 78 ans. 78 ans. Lui était avec les personnes spécialisées, les personnes handicapées aux besoins spéciaux. Wow. Il y a des gens extraordinaires, là, des femmes de 70, 65 ans, 55 ans de Barcelone, d'Australie. J'ai rencontré des gens d'exception. Puis c'est pas le luxe, hein. On dort dans un dorm, dans un dortoir. Là, puis tu Quand manges du fais ça curry avec and rice. des petits pouces là, comme ça. Curry and rice, là, Ah tu sais, oui, ça c'est- ressemble à sortez-moi d'ici. Fait que je te dirais que le refuge de chiens, là, ils m'ont demandé de créer un nouveau projet pour ça. Donc, Wow. j'ai passé la semaine avec une femme qui, elle, a 40 chiens chez elle, 20 chats et un pigeon chez elle. Oui. Un pigeon. Moi, c'est le pigeon. Je sais pas où il c'est sort. le pigeon, il manque une patte. On a l'impression que c'est quand on était petit. Mais toi, t'as Pigeon. pas connu ça. T'es trop jeune. Mais machin. Et une souris Oui, c'est verte. ça, c'est la souris verte. C'est tellement drôle, mais c'est... Puis moi, j'étais là, je la regardais, elle était cool, la femme, une belle femme. Elle adore les chiens. En prime de ces 40 chiens-là, elle fait la nourriture. Elle m'a fait cuisiner pendant toute la semaine, là. Je m'appelais Dog Chef. Elle me faisait mettre du curry puis du chili. Du poulet, du poisson. Ils mangent mieux que nous autres, Ben, du c'est riz. ça. Puis elle va nourrir les 140 autres chiens dans la rue. Ben, elle les connaît. voyons donc. Elle leur a tous donné un nom. Donc, il y a Ouais. un point commun. Donc, Ouais. les éléphants, les chiens, Oui. les animaux. Mais tu as aussi passé une journée avec les personnes aux besoins spéciaux de Mère Teresa. C'est élevé. Donc, c'était élevé. Ah, Aurais-tu c'est pu élevé. passer 3 semaines? Ah là? oui. Oui. Ben, je me suis mis de chum avec tous eux autres. Mais là, c'est Ah oui? le summum du summum. C'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Des personnes difformes, mais avec une bonté de cœur. Ça rit là-dedans. Mais c'est la différence qui font qu'ils sont tous pareils. Mais ils ont pas de machine à laver. Ils ont pas de couche.
Là, on parle c'est de l'extrême pauvreté. C'est 7 sœurs missionnaires qui sont là. 7 pour 110 enfants. Ouf. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais par contre, c'est les bénévoles. Donc, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence. Alors, je vais te poser une question que peut-être des gens qui nous écoutent et qui nous regardent se posent. Ouais. OK. Tu fais... c'est combien d'heures d'avion pour aller au Sri Lanka? Mettons 20 heures. Ouais. OK, mettons. Tu fais 20 heures d'avion pour aller aider des gens dans le besoin au Sri Lanka. Pourquoi tu le fais pas au Québec? Je le fais au Québec. Moi, je donne énormément au Québec. Je fais toujours 3 contributions par année pro bono. Wow. Je m'investis énormément dans le mentorat. Moi, c'est l'éducation mentorat. Je pense que c'est ça qui va changer le monde. On peut pas faire ce qu'on sait pas. Fait que moi, c'est ma façon de redonner. Et je suis à faire justement le plan pour ma fondation que je voulais appeler Kinder, plus généreux. Ouais. Un peu comme un site Tinder, mais moi, je connais pas ça, là. Mais tu sais, l'idée, c'est que... Mais Kinder, c'est aussi des chocolats pour les petits-enfants. C'est exactement ça. Tu ne peux pas faire attention de ne pas te mélanger. Non, c'est basé là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi le nom, parce que je me disais, t'es plus généreux, c'est le fun, c'est comme une treat. Puis si, en fait, l'idée, c'est que si un enfant veut être sponsorisé, t'es qui pour savoir si tu fais un match? Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Tu sponsorises ses études. Voilà. Jessica, tu sais que je peux pas t'avoir ici sans quand même te parler un petit peu de vin. Oui. Parce que on est au mois de janvier. J'en ai pas bu. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est au mois de janvier, puis c'est rempli de monde qui font le dry January. Ouais. Et il y a plein de données qui sortent pour dire les bienfaits d'arrêter l'alcool parce que le foie est affecté, le système cardiovasculaire est affecté, le système digestif, l'alcool affecte les neurotransmetteurs dans le cerveau. Coudon, c'est une bonne idée de boire du vin ou c'est pas une bonne idée de boire du vin? Ben en fait, je sais pas si tu le sais, mais moi, je suis encore à l'école. J'étudie là-dessus. Oui, donc parce que je l'ai noté à l'UQTR en santé et vin. Oui, là, j'étais en sciences biomédicales avec Johannes Frasnelli. Donc, je suis à refaire une maîtrise. J'ai une maîtrise déjà, mais pour m'en aller vers le doctorat sur le boire moins et mieux. Moi, je suis pas une fille qui boit beaucoup, mais en fait, c'est l'abus de tout. On pourrait appliquer ça au gras, au beurre. Absolument. Donc, au sucre. Au sucre, qui est la drogue la plus répandue. Donc, le point, c'est, est-ce que de boire beaucoup est bon? Effectivement, non. Par contre, de boire un peu, boire moins est mieux, oui. Parce que c'est validé scientifiquement que lorsque tu prends ton temps, tu sais, si je te donne un verre d'eau, avec une nourriture, on va passer moins de temps à table. Quand un beau verre de vin, on parle, on a le plaisir, l'aspect festif, je te dis pas de clencher une bouteille de vin, là. Ça change tout l'environnement. C'est très festif. Bon. Fait qu'il y a des vertus au vin. Le vin était plus salubre que l'eau aussi à l'époque. Donc, moi, je trouve que c'est un produit magique. Tu peux boire de l'histoire avec du vin. Ah, ben ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu parles à une fille qui est née à Bordeaux. Fait que c'est pour ça. Moi, le seul problème, c'est que je suis née en 65. C'est un mauvais millésime. C'est pas bon. Je t'ai jamais raconté cette histoire-là. Pas tout pour le vin. OK. Alors, anecdote, vraiment 2 secondes, là. J'arrive à Bordeaux avec Richard, puis il y a une maison des vins à Bordeaux, puis tu peux acheter un millésime de ton année de naissance. Ah non. Fait que là, j'arrive, là, il donne un catalogue, puis là, il y a un prix pour chaque année. Puis là, 65, il y a un tiret. Pour le prendre. Il y a un tiret. Fait que là, je vais voir le monsieur. Je dis, mais je vais acheter une bouteille de mon année. Puis il n'y a pas de prix. Il dit, c'était une année tellement mauvaise. C'est tellement une mauvaise année. Vous pouvez même pas l'acheter. J'ai dit, ben écoute, on ne pouvait pas tout réussir cette année-là. Les animatrices radio, ils les ont bien eu, mais le vin, il est pourri. Ah, c'est effrayant. Mon année n'est pas mieux. Donc, on boit de l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Pour répondre, moi, je fais le Dry January depuis 8-9 ans. T'es sérieuse? Ben oui. Tu sais, je déguste. J'ai été ambassadrice d'Éducalcool pendant 10 ans. Ouais. Donc, en fait, c'est d'apprendre à boire moins et mieux. Mieux boire, c'est de comprendre pourquoi tu bois. Ah, ça, c'est une sacrée bonne question. C'est aussi simple que ça. Parfait. On parle beaucoup de ça avec l'alimentation. Oui. Je travaille avec Johanna Montuy-Blanc puis Émy Thérien sur un livre qui va sortir là. Ouais, je sais pas si j'ai le droit, mais je vais le dire pareil. Bon, Santé, ben là, boire, manger. Santé, boire, manger, c'est ton prochain livre. Oui, on a un scoop, mesdames et messieurs. On en a souvent cette temps-ci. Les fonds s'en vont à la recherche, donc au Hilary Ricard de l'UQTR. Puis c'est justement pour ça, on parle de l'alimentation intuitive, mais qu'en est-il du boire? Le boire intuitif, j'adore ça. Écoute, Jessica, c'est vrai. C'est la première fois que je te reçois à la radio, me semble-t-il. Certainement pas la dernière. J'ai adoré. Bonne chance avec le livre. Ben oui, écoute, absolument passionnant. Et puis un petit bisou par la magie de la radio à tes éléphants que tu as laissés là-bas. Amalie. Ben, l'Amalie, puis l'autre.
On veut sauver Raja, là. Là, il manque Raja. Raja, il est retourné parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, Raja, c'est un gros éléphant. Donc, il coûte un peu plus cher parce qu'il est payant. Je veux qu'il revienne au sanctuaire. Alors, vous le savez maintenant, si vous voulez séduire le cœur de Jessica Arnois, vous devez avoir des grandes oreilles comme ça, puis une trompe qui finit plus. J'ai goût de niaiser, là. Puis vous avez envie de manger des bananes. Merci beaucoup, Jessica. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis le 7 octobre 2023, depuis que les terroristes du Hamas sont entrés en Israël et ont pris en otage 240 innocents. Beaucoup de gens à travers la planète, j'allais dire tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens à travers la planète comptaient les jours avant la libération des otages restants, détenus donc par le Hamas, avec cet accord de cessez-le-feu à Gaza, avec en contrepartie la libération de certains otages. Ben, on compte maintenant non pas les jours, mais peut-être les heures. J'avais envie de parler de tout ça avec quelqu'un qui habite en Israël, une Québécoise qui est installée là-bas, Myriam Azeghi-Alb-Wax. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Myriam, on s'est parlé à quelques reprises au cours des 12 derniers mois. Vous êtes directrice des missions pour CIJA, qui est le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Donc, vous êtes basée en Israël. Ma première question pour vous, Myriam, c'est quand vous avez entendu les premières nouvelles de cet accord de cessez-le-feu et de libération des otages, votre réaction personnelle à vous, ça a été quoi? Vous savez, on a eu beaucoup pendant 468 jours exactement. On a eu beaucoup de ces espèces de vous savez, les manèges, les montagnes russes, des montagnes russes d'émotions. Et on en a eu beaucoup de fois où on s'est dit ça y est, on va avoir un accord. Alors on est cette fois-ci, pour la première fois, et c'est mon avis personnel, mais je suis pas la seule, je sais, en Israël, on attend. Il n'y a pas d'explosion de joie dans la rue. On attend, on est très très prudent parce que, vous savez, on a quand même en face de nous une bande de terroristes sadiques, vraiment sadique, parce que ce qu'on ne sait pas, et parce que ça n'a pas voulu été par respect pour la dignité des familles, mais on n'a pas voulu le partager trop, c'est que la violence psychologique qu'il y a eu sur les familles pendant tous ces mois qui ont duré comme une éternité a été terrible, où ils ont envoyé des photos, des images, des vidéos de des membres de leur famille. Dans des conditions abominables. Des fois, ils leur ont dit qu'ils étaient morts alors qu'ils n'étaient pas morts. Des fois, ils leur ont montré des images absolument abominables que, par respect pour la dignité des otages et des familles, on n'a pas du tout partagé. Alors, on est très prudent. Comme a dit la famille Bibas, la famille que tout le monde connaît maintenant, des petits, de Kfir et Ariel Bibas et de leurs parents Yarden et Shiri. On est prudent. On a eu l'habitude d'avoir tant de déceptions qu'on fait attention. On a quand même en face de nous une bande de cinglés, quoi. Il y a pas d'autre mot. Et puis ça va être de façon ça va pas être d'une seule traite que tous les otages vont rentrer. On ne sait pas qui va rentrer en vie ou mort. On est dans une situation que je ne souhaite à aucun pays, à aucune société de vivre. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça. C'est une situation qu'on ne souhaite à personne parce que il y a un chercheur en sécurité nationale et en politique internationale qui s'appelle Khaled Hassan, qui a très bien expliqué le dilemme dans lequel se trouve en ce moment Israël. Je vais vous citer un extrait de ce qu'il a dit. Finalement, les Israéliens devront choisir entre la destruction du Hamas ou la libération des otages. C'est une décision la plus difficile qu'on puisse imaginer parce que le Hamas libérera jamais tous les otages à moins que l'armée israélienne se retire complètement de Gaza. Mais si l'armée israélienne se retire complètement de Gaza, ça veut dire la survie du Hamas. Bref, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution simple et facile.
Exactement, c'est exactement ça. C'est cornélien comme choix. J'aimerais vraiment pas être à la place du gouvernement. Et même en tant que citoyen, c'est terrible parce que on ne sait pas trop comment se positionner. Vous savez, on a tous des amis malheureusement qui ont perdu des enfants à la guerre. Et ces gens-là se disent mais finalement mon enfant est mort pour rien parce que si le Hamas et puis vous pouvez compter sur eux pour crier victoire une fois qu'il y aura le cessez-le-feu. Vous pouvez compter sur eux, ça pour tourner, même si sa population a été meurtrie, mais le Hamas se moque royalement de sa propre population. Mais oui, parce qu'il faut rappeler quand même, il faut rappeler quand même, évidemment, dans ce conflit, des dizaines de milliers de morts aussi sous les bombes israéliennes. Il faut rappeler, bien sûr, les 1200 morts lors du massacre du 7 octobre. Il reste que ce cessez-le-feu, est-ce qu'il peut... Autrement dit, comment on fait pour régler ça? C'est-à-dire que, évidemment, dans la population israélienne, on veut la libération des otages, mais si le Hamas continue et qu'en plus, il récupère des prisonniers palestiniens détenus en ce moment à Israël, ça veut dire que le Hamas, demain matin, va recommencer parce qu'ils l'ont déjà dit, les gens du Hamas. Il y aura d'autres 7 octobre. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin à ce conflit-là, Myriam. Alors moi personnellement, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas qui a la solution. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur d'Israël qui ont toujours des bonnes leçons à nous donner, à nous dire comment faire et comment agir. J'aimerais bien les voir à notre place parce que vous savez, faut comprendre que la société israélienne, elle vit en apnée depuis le 7 octobre. Je dis toujours, c'est un jour sans fin. On n'est pas passé au 8 octobre, on est toujours bloqué dans le 7 octobre. C'est un jour qui ne s'arrête jamais. Et pour nous, voir les otages revenir, ça va être le début d'enfin de pouvoir recommencer à vivre de façon très difficile parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état on va les retrouver, nos otages. Mais ça va nous permettre de commencer à reconstruire, de commencer à passer à autre chose. On n'est pas passé à autre chose. On est toujours bloqué dans le 7 octobre. Je comprends. Toute la société israélienne. Mais en même temps, on se dit que sur les centaines, parce que il y a quand même des centaines qui vont être libérés contre 33 otages. Je tiens quand même à le préciser. Ça montre à quel point le Hamas met de la valeur à la vie humaine, puisqu'il demande un nombre démesuré de prisonniers qui ont été condamnés selon un jugement dans un tribunal, pour des crimes contre la vie d'otages, de civils, de gens qui ont été arrachés dans une fête ou dans leur lit carrément. Donc ça montre à quel point ils ont la valeur de la vie par rapport à la vie de ces otages et de leurs propres prisonniers. Mais on se dit que demain, un de ces prisonniers, ça peut être celui qui va m'attendre à un coin de la rue ou dans une station de bus et qui va faire éclater une bombe et dans laquelle moi je vais mourir, par exemple. Il faut pas oublier que Yahya Sinwar, celui qui était le chef du Hamas qu'on a éliminé, il a été libéré lors d'un échange de prisonniers il y a quelques années contre Gilad Shalit, qui était un soldat qui avait été enlevé, qui était resté 5 ans torturé, dans les geôles du Hamas, et pour lequel on avait libéré 1000 prisonniers. Et l'un d'entre eux, c'était et l'un d'entre eux, c'était Yahya Sinwar. Donc, on sait très bien tous que le prix qu'on va payer, qu'on est en train de payer, il est énorme. Donc, il y a personne qui peut non plus se réjouir. Mais, comment dire, on ne peut pas se dire que on va continuer à vivre alors qu'on a des innocents, et je le répète encore une fois, on a des enfants, on a un monsieur qui a 86 ans, on a des gens qui sont malades, des survivants de l'Holocauste, des survivants de l'Holocauste, Myriam, des gens qui ont vécu l'horreur des camps nazis et qui ont été kidnappés. Non, mais c'est important de le dire parce que depuis plus d'1 an maintenant, on entend des sottises, on entend des fake news, et moi je n'en peux plus, Myriam. Donc, il faut rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y en a qui veulent oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, je m'y refuse. Comme vous le savez, dans mon livre « Où sont les femmes ?», j'y consacre un chapitre
entier. On ne peut pas se fermer les yeux sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je veux qu'on revienne, Myriam, sur Kfir et Ariel, parce que quand il y a des otages qui sont pris dans différents endroits à travers le monde, on ouvre nos bulletins de nouvelles en mettant leurs photos, en disant ça fait 30 jours qu'ils sont détenus en otage, ça fait 40 jours, ça fait 1 an. Mais pourquoi on n'a pas dans nos bulletins de nouvelles la photo de Kfir et Ariel? Kfir, il a été pris en otage par les terroristes du Hamas, il avait 1 an. Qui, dans un état de santé mentale normal, prend en otage un enfant d'1 an? Qui fait ça? Écoutez, je peux pas vous répondre à cette question, mais je vais même dire plus. Il avait pas encore 1 an, il avait 9 mois. Parce que là, il devrait fêter ses 2 ans ce samedi. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je ne comprends pas comment il y a des gens à l'extérieur d'Israël qui ont arraché, même à Montréal d'ailleurs, qui ont arraché les photos des otages de bébés, d'enfants, de femmes, de filles dont on sait qu'elles ont été violées à répétition. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, je peux comprendre qu'on n'aime pas Israël, qu'on n'aime pas les Juifs, j'ai pas de problème avec ça. On peut pas plaire à tout le monde. Mais de là à devoir arracher des photos d'enfants qui ont été enlevés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Ils sont parce juifs. Que finalement, Ils sont juifs. Oui. Finalement, c'est ça qu'ils ont fait, vous Myriam. voyez, Sophie, c'est exactement ça. Et vous voyez, Sophie, on est arrivé au point où on comprend maintenant, en fait, que Israël peut faire tout ce qu'on veut, du bien, du mal, et croyez-moi, vous le savez, en Israël, on n'est pas avare de critiques envers notre propre gouvernement. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il y a aucune société, il y a aucun pays qui est parfait. Mais finalement, là, le fait qu'on refuser de voir la réalité d'enfants qui ont été enlevés, de vieillards qui ont été enlevés, de femmes qui ont été violées et qui ont été tuées pendant qu'elles se faisaient violer, eh bien, ça prouve bien que ça n'est pas parce que Israël fait, mais c'est pas parce que Israël est. C'est la simple existence, le simple fait d'être qui est nié par tous ces gens qui arrachent les photos des otages, qui manifestent. Et vous savez, parce que tous ces gens-là portent une responsabilité, tous ces jeunes étudiants là qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et qui ont fait leur campement là à McGill et partout dans toutes les universités, qui n'ont aucune idée. Mais grâce à eux, à cause d'eux, ces otages-là, ils ont passé 468 jours dans les geôles, dans des tunnels, sans voir la lumière, sans manger, sans avoir de soins, parce qu'il y a pas la Croix-Rouge qui est venue passer, il n'y a pas l'Organisation mondiale de la santé qui est passée, l'ONU n'est jamais passée, c'est pas UNRWA qui est pourtant chez eux, qui est une agence de l'ONU, et que les Canadiens, les contribuables canadiens payent. Oui. Il y a personne qui est venu les voir, mais c'est simplement parce qu'on est, et grâce à toutes ces manifestations, ça a permis au Hamas de se dire que on était tranquille, ils étaient tranquilles, ils pouvaient continuer leur sadisme et leur barbarie de façon absolument transparente, visible et de notoriété publique, parce que de toute façon, ils avaient des soutiens. Quelle pression si tout le monde était descendu dans la rue le 8 octobre pour dire non, vous devez rendre ces enfants, vous devez rendre ces otages. Il n'est pas question de dire Israël est magnifique et on n'a pas besoin de trouver des solutions à nos conflits, absolument. Mais là, croyez-moi, nous on n'est pas plus avancés, mais vous savez qui est-ce qui n'est pas avancé dans cette affaire-là? Ce sont les Palestiniens. Oui. Les Palestiniens ne sont pas plus avancés. Parce que si vous croyez que demain ils vont pouvoir avoir un État, c'est pas avec le Hamas qu'ils auront un État. Le Hamas ne veut pas d'État. Le Hamas veut un califat sur tout l'espace qui est pris aujourd'hui par Israël. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas d'État pour les Palestiniens. Ils ne veulent d'ailleurs pas une entité palestinienne. Ils veulent une entité arabe islamique sur tout le territoire qui est dirigé par l'Iran. From the river to the sea, donc de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. Comme le disent d'ailleurs beaucoup de manifestants dans les rues de Montréal, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'appeler à l'éradication d'Israël, ce qui montre bien que ce sont des ignares, bien qu'ils étudient à l'université. Myriam, donc on a beaucoup parlé des otages, mais on a peu parlé des otages qui ont déjà été libérés jusqu'ici, qui ont été rendus à une certaine liberté. Dans quel état sont-ils revenus en Israël? Parce qu'ils sont revenus, en fait, brisés. Donc, on parle de libération des otages. Ils vont peut-être être libérés physiquement, mais entre leurs deux oreilles, est-ce qu'ils seront vraiment un jour libérés de ce qu'ils ont vécu?
C'est exactement ça, Sophie, c'est exactement ça. Malheureusement, nous, on est submergés. Je sais que vous ne voyez que les images de Gaza, que les médias ne partagent que les images de Gaza, et c'est vrai que c'est pas beau. C'est la guerre, mais une guerre, c'est jamais beau. Et on n'a pas voulu de cette guerre, je le rappelle. Mais ce que vous voyez pas, c'est d'abord, et aussi tous les réfugiés que ce soit du nord ou que ce soit du sud, qui ont perdu leur maison et qui ont été attaqués soit par le Hezbollah, soit par le Hamas. Et du coup qui errent un peu partout dans les hôtels et dans des appartements prêtés dans le centre d'Israël. Mais les otages, ils vous le disent, et on les voit tous les jours, et on va et on les rencontre tous les jours. Ils disent la même chose: je suis physiquement en Israël, mais ma tête, elle est encore dans les tunnels de Gaza. Donc ils ne sont pas encore libérés, ils sont pas encore là-bas. Et c'est surtout qu'ils ont aussi une grande culpabilité quelque part de se savoir ici libres, alors que ceux avec lesquels ils ont été enlevés, ceux avec lesquels ils étaient en captivité sont toujours là-bas. Oui, et dans certains cas, par exemple, la famille Jaoui, je pense les 2 enfants ont été libérés et leur père est encore là. Il y a des histoires absolument terribles et vous avez tout à fait raison, les médias ici ont une responsabilité. On a on a certainement pas assez parlé, mais enfin... Non, pas vous, parce que vous m'avez toujours donné la parole. Et vous êtes vraiment une des rares, et je trouve que c'est triste, c'est lamentable. Vous savez, après le 7 octobre, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de demandes d'entretien et d'interviews. Après 1 semaine, 2 semaines maximum, c'était fini. Plus personne ne me rappelait. Donc ce qu'on vit nous, personne ne s'y intéresse. Ben moi, je m'y intéresse et les auditeurs de Cube aussi s'y intéressent. Dans toute médaille, il y a 2 côtés. C'était important de vous donner la parole aujourd'hui. Bon courage à vous et à tous vos proches et à tous vos amis qui ont perdu des proches aussi lors du 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Merci beaucoup. Myriam Azegui Albe-Oise, vous êtes directrice d'émission pour CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, et vous êtes une fière Québécoise et vous connaissez bien la société québécoise. Merci beaucoup, Myriam. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Excusez-moi si je capote encore, mais quand je vous avais dit en début d'année qu'il y avait des nouveautés pour 2025, ben ça incluait des nouveaux chroniqueurs. Et je suis tellement contente de savoir que tous les jeudis, je vais avoir la visite de François Charon, qui est chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Wow, t'es habillé comme un rocker? Rockstar! Rockstar! J'ai gagné, ça fait des mois que je veux m'acheter une chemise de cuir, puis personne dans ma gang veut, parce qu'il se trouve que ça fait vieux mononcle des années 90. Puis j'ai dit, je suis un vieux mononcle des années 90, fait que j'ai ma chemise d'Éric Lapointe. D'accord, mais moi j'enlèverais le mot vieux parce que t'es juste un mononcle des années 90. Mais c'est pas vieux ça, les années 90, parce que si toi t'es vieux, ça veut dire moi aussi je suis vieille aussi, mais j'aime pas tellement que tu me traites de vieille en ondes. Là. Ça commence mal ta chronique. Bonjour François, c'est un plaisir de t'avoir. Écoute, tu nous envoies tous les jours des suggestions de sujets et toute l'équipe, on a tous accroché sur ton sujet qui est un cellulaire qui est tellement résistant à l'eau qu'il peut même aller au lave-vaisselle. Ça nous fait capoter de chez capoter. Écoute, il y a peu de révolution en technologie. On assiste à de l'évolution depuis longtemps, mais là, j'ai entre mes mains vraiment une révolution. Et tu vas voir, en travaillant ensemble, moi, j'abuse pas des superlatifs dans la vie, à part de me traiter de vieux. Là. Rappelez-vous les téléphones. Hein? Ouais. Pendant longtemps, notre téléphone cellulaire, quand il tombait à l'eau, il était mort. C'était fini raide, il n'y avait plus rien à faire. Oui, là, on le mettait dans le riz, puis ça le ramenait peut-être ou pas. Parenthèse, là, le conseil du riz n'existe plus. C'est même pire de le mettre dans le riz que si vous le mettez pas dans le riz. Fait que sortez ça de vos cerveaux. OK, mais attends, il faut que je prévienne. La poussière dans le riz. Ah, chenoute, l'amidon, j'imagine. La poussière peut se coller. Sont de IP68. Fait que les téléphones récents que vous avez achetés peuvent tomber dans le bain, peuvent tomber dans le spa, dans la piscine, et vont pas mourir, mais vont avoir peut-être l'air bête en sortant de l'eau.
mais vont continuer de fonctionner. Ça, c'est les téléphones qu'on a maintenant. Parenthèse, pour ceux qui partent en vacances dans le sud, dans les prochaines semaines, résistant à l'eau, ce n'est pas résistant à l'eau salée. Vous ne m'amenez pas ça dans la mer. Ah! Parce que là, il va mourir de chez mourir, votre téléphone. Il va mourir de chez mourir. On ne l'amène pas dans l'eau. Quand j'étais dans le sud, plein de gens avaient leur petite pochette en plastique avec une petite fermeture en plastique. Excellent. Puis là, ils allaient se baigner. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, comprends-tu, t'es en vacances, François. Tu t'en vas dans la mer. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Une OPA sur une entreprise cotée en bourse? C'est quoi cette affaire-là? De te promener avec un cellulaire dans la piscine? Voyons donc, lâchez-moi ça, vous êtes en vacances. Oui. On est maintenant rendu à la norme IP69. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à voir des téléphones apparaître sur le marché qui aiment l'eau, vraiment à 100%. Ce téléphone-là, c'est le OnePlus 13 qui vient tout juste d'être lancé et qui a la grande particularité, je le disais, de triper sur l'eau. Tellement que, vous savez, les machines à pression pour laver la voiture ou nettoyer la brique ben, on peut littéralement shooter de l'eau dessus, même dans les trous. Et le téléphone va continuer de bien fonctionner. Vous pouvez l'échapper, l'oublier dans une poche et y faire une brassée de lavage. Ben voyons donc. Problème. Et encore plus loin, on peut le mettre au lave-vaisselle, mais pas accidentellement, là. À chaque fois que tu fais ta brassée, tu le mets dans le panier entre tes tasses et tes verres, par exemple. Tu le laisses aller. Je fais une vidéo sur mon site web là, où tu le vois à la fin, là, j'ouvre la porte avec la boucane du lave-vaisselle qui sort et j'utilise le téléphone, il fonctionne. Pourquoi faire ça? Parce que je connais plein de gens qui savent, qui ont déjà vu les études, et je vais vous les rappeler, désolé d'être si dégueulasse, mais il y a plus de germes sur le téléphone votre téléphone cellulaire que le couvercle d'une bolle de toilette publique. Ouais, non, c'est rempli des colis puis de saloperies. Vous allez licher? Aucun! Ouais, mais tu sais, si je t'oblige d'en licher un des deux, tu vas faire le mauvais choix. Ben oui. Tu vas prendre ton téléphone. Non, si tu me demandes de licher un des deux, je te dis, François, t'es plus mon ami. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, toi? Donc, François on va Charon, le mettre dans le lave-vaisselle. Juste une petite question. Que j'ai faite. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, elle a une question pour toi. Non, mais allô, c'est ce que je me dis, là, on dirait que la façon que tu nous l'expliques, c'est comme si on devait acheter ça quasiment juste pour pouvoir le mettre au lave-vaisselle. Tu sais, c'est-tu vraiment... Non, c'est ça. Ben là, je termine parce que c'est la nouvelle norme IP69. Ouais. Il va y avoir plein de nouveaux téléphones qui éventuellement vont sortir avec cette norme-là. Et dans le clip que j'ai mis sur mon site web, là, je prends mon téléphone et je l'échappe volontairement dans un chaudron qui bouille alors que je suis en train de faire cuire mon spaghetti. Voyons. Je te jure. Oui. Donc, ça, c'est la norme IP69 qui est géniale, qui fait que le téléphone va vraiment perdurer. Mais ce que vous allez triper avec ce téléphone-là, c'est les photos. La caméra est probablement une des meilleures sur le marché. Encore une fois, allez voir dans la chronique que j'ai publiée, là, vous allez voir une photo de mon chien et j'ai fait tu sais, souvent, ça arrive, tu prends une photo trop large puis tu veux aller comme cropper, aller à l'intérieur de l'image pour dire, hey, j'aurais aimé garder juste la tour Eiffel, juste telle partie du chalet. Donc, j'ai zoomé, j'ai été chercher l'œil de mon chien. Wow! Et on s'entend que quand on zoome et qu'on sauvegarde une photo à partir d'un zoom, c'est souvent très pixelisé, c'est pas très beau. Écoute, tu vois tous les poils à heure autour de l'œil du chien. Wow. On dirait une photo faite avec un télescope, c'est écœurant. Et pourtant, la photo, je vous rappelle, vous allez la voir sur un site web, donc elle est compressée. Elle est de moins belle qualité que si vous la voyez en vrai. Pour vrai, c'est un super achat, ce téléphone-là. Est-ce qu'il coûte beaucoup plus cher? Excuse-moi, est-ce qu'il coûte beaucoup plus cher que les autres? Non. Mais 1249 $, prix de départ. C'est le prix d'un iPhone, c'est le prix d'un Samsung. Là. C'est trop d'argent, mais c'est le même prix que les autres trop d'argent. Ouais. Alors écoute, je trouve ça absolument passionnant. Avant que tu nous quittes, je veux absolument te parler de Brad Pitt. Premièrement, parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Et deuxièmement...
On a le même chirurgien en passant. Oui. Tu sais, t'avais dit que t'abusais pas de superlatifs. Moi non plus, j'abuse jamais de superlatifs. Parce qu'il y a cette histoire d'une dame en France qui a été fraudée par des gens qui se sont fait passer pour Brad Pitt et qui lui ont fait croire à une histoire d'amour, comme quoi Brad Pitt serait amoureux d'elle. Elle s'appelle Anne. Elle a donné 830 000 € à ces gens-là. Elle est maintenant en dépression sévère parce qu'il y a eu un documentaire sur elle, puis elle est l'objet de la risée internationale. Comment on explique que la technologie, les IA, évidemment, permettent de prendre la photo de Brad Pitt puis de mettre ça sur n'importe quelle photo, puis qu'il y a des gens assez crédules pour y croire? Écoute, par où commencer? Moi, j'ai beaucoup de compassion. Non, mais dans le sens, j'ai beaucoup de compassion. Elle est victime d'une fraude qu'on appelle la fraude de l'amour. Dans le mot victime de la fraude, il y a le mot victime. Malheureusement, pour ces gens-là, quand on voit la fin du spectacle, c'est vraiment grotesque. Comment tu peux donner 1 million à un faux Brad Pitt, calvaire? Mais eux, là, ils jouent dans ton petit cœur, tranquillement. Et si tu prends un arbre et que tu tires dessus lentement tous les jours, tu vas réussir à le transformer en porte d'arche. C'est ce qu'ils ont fait avec son cœur. Ils ont joué dans sa tête et à la fin, t'embarques dans des choses qui, à la fin, t'amènent dans un punch qui a l'air ridicule. Mais c'est pas le premier message quand l'imbécile, elle a envoyé 1 million au gars, malheureusement. Non, c'est tombé en amour. Puis en amour, on réfléchit pas. Voilà, c'est très gentil d'avoir autant de compassion. Merci François Charon, merci Hugo Veilleux à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, Cybèle à l'appui technique et humain. À demain. Kid.